stratégie très précise pour nous débarrasser de Bruno Retailleau, mes amis. Regardez bien comment l'Algérie et Hamy Tebboune vont nous débarrasser de l'inspecteur Colombo. Et avant ça, mes amis, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas comment vous pouvez être 99% de spectateurs récurrents et 73% à pas être abonnés. Si vraiment vous ne m'aimez pas, dites-le dans les commentaires. Expliquez-moi pourquoi vous ne vous abonnez pas, et pour les autres, vous cliquez sur le petit plus ici et vous partagez la vidéo. Et oui, mes amis, l'Algérie veut se débarrasser de Bruno Retailleau et franchement, il nous rendrait un fier service. Un Retailleau d'ailleurs l'a vu, il l'a dit sur Sud Radio, Monsieur Tebboune n'a qu'une seule chose en tête, c'est ma démission. Non, il est en train de développer le pays, mais bon, s'il peut avoir ta démission en prime, pourquoi pas. Avant de comprendre la stratégie algérienne, il faut comprendre celle de Retailleau. En France, on va avoir un grand congrès de la droite pour voir qui sera le patron de la droite dans les prochaines années. Et c'est pour ça que Retailleau utilise l'Algérie pour se faire apprécier des Français. Et c'est là le problème pour Retailleau, parce que si Retailleau n'obtient pas une concession de l'Algérie, il pourra pas rester au gouvernement. S'il n'obtient pas quelque chose face aux Algériens, il sera obligé de partir. Parce que le plus grand risque, mes amis, c'est qu'il déçoive l'opinion publique française, qu'il ne soit pas à la hauteur. Mes amis, écoutez bien ceci. Depuis des semaines, les médias français, les plateaux politiques, les sénateurs comme Bruno Retailleau n'ont qu'un seul mot à la bouche, l'Algérie. Chaque jour, un nouveau discours, une nouvelle attaque, une nouvelle manipulation. Bruno Retailleau, ce politicien français en quête de lumière, a même osé dire que Tebboune veut ma démission. Sérieusement, comme si le président algérien, occupé à reconstruire un pays, à développer l'économie, à renforcer la diplomatie africaine et méditerranéenne, avait le temps de penser à un sénateur en perte de popularité. Et pourtant, cette phrase ridicule révèle beaucoup plus qu'on ne le pense. Elle dévoile une France en crise, une France incapable de se regarder dans le miroir, une France qui cherche un ennemi extérieur pour masquer sa faillite intérieure, une dette publique historique, un pouvoir d'achat en chute libre, des services publics à l'agonie, des jeunes désespérés et une classe politique coupée de la réalité. Alors, que fait-on dans ces moments-là? On détourne le regard, on désigne un coupable. Et comme toujours, c'est l'Algérie. Les médias relaient, les experts exagèrent, et une partie de l'opinion française se laisse manipuler. Mais derrière tout ça, il y a une vérité. L'Algérie dérange. Elle dérange parce qu'elle se lève, parce qu'elle parle d'égal à égal, parce qu'elle refuse de se plier. Aujourd'hui, c'est une Algérie qui avance dans le calme, pendant que d'autres reculent dans le bruit. Une Algérie respectée en Afrique, écoutée à l'ONU, courtisée en Europe. Et ça, certains à Paris ne le supportent pas. Voilà pourquoi Bruno Retailleau s'agite. Voilà pourquoi les plateaux télé crient à la menace algérienne. Ce n'est pas de la politique, c'est de la peur. La peur d'un monde où l'Algérie n'a plus besoin de la France. Le véritable analyse viendra juste après. Écoutez bien. Monsieur Tebboune n'a qu'une seule chose en tête, ma démission. Bon, voilà, une phrase signée Bruno Retailleau, sénateur français. C'est pour le moins direct, presque théâtral, non? On se demande si c'est de la haute politique ou une réplique de comédie. Théâtral, oui, le mot est juste, mais bon, derrière le rideau, il y a peut-être une mécanique plus ancienne, plus complexe qu'il n'y paraît. Cette sortie, c'est vrai, formulée comme ça, elle peut surprendre, mais elle s'inscrit en fait dans une tendance assez récurrente chez une partie de la classe politique française. Quand la pression monte à l'intérieur, le regard se tourne assez vite vers Alger. C'est presque un réflexe, façonné par des décennies d'une histoire compliquée. Un réflexe, vous dites, ou peut-être un calcul. Est-ce que cette vieille ficelle, elle marche encore? Pointer l'Algérie pour, disons, faire oublier les soucis à la maison. Est-ce que ça prend toujours ou est-ce que les gens commencent à voir un peu clair dans ce jeu? Allons creuser un peu cette rhétorique. Qu'est-ce que ça nous dit, au fond? C'est exactement ça. Il faut analyser la mécanique. D'abord, la déclaration elle-même. Bon, imaginez le président algérien, Tebboune, obsédé jour et nuit par le sort politique d'un sénateur de l'opposition française. Franchement, il y a une forme de d'hubris là-dedans, non? Ou alors une méconnaissance assez profonde des priorités réelles d'un chef d'État qui a quand même d'autres chats à fouetter sur le plan économique, social, régional. Ou alors, c'est précisément le but recherché. Se poser en adversaire désigné, même si c'est à sens unique, pour gagner en stature sur la scène française. C'est une tactique politique assez classique. Finalement, on se crée un ennemi pour exister soi-même. Et il faut bien le dire, l'Algérie, ça reste un client facile pour ce genre de posture en France, n'est-ce pas? L'histoire coloniale, les questions de mémoire, les fantasmes, tout est là, prêt à être réactivé. Exactement. C'est ce que suggèrent et assez fortement les analyses qui décortiquent cette sortie médiatique. Elles la remettent dans un contexte français très particulier en ce moment. On parle quand même d'une France qui fait face à une dette publique
abyssal, on frôle les 3 000 milliards d'euros, un déficit budgétaire qui est structurellement élevé, des services publics sous tension, on pense aux hôpitaux bien sûr, mais aussi à l'éducation, une crise agricole qui couve et qui explose régulièrement, le pouvoir d'achat qui reste la préoccupation numéro 1 des Français, et puis une jeunesse qui exprime un vrai malaise, un manque de perspective. Oui, le tableau est assez chargé, effectivement. Et donc, face à ce mur de difficultés bien réel, l'idée, ce serait de détourner le regard, créer une polémique externe pour masquer les problèmes internes. C'est un peu cynique, mais politiquement, bon, ça se tient. C'est une logique de diversion assez classique, oui. En pointant du doigt un acteur extérieur, en réactivant une certaine fibre nationaliste, ou, disons, un ressentiment postcolonial chez une partie de l'électorat. On espère faire oublier ou au moins atténuer les échecs ou les difficultés de gestion à la maison. Et c'est d'autant plus tentant pour une figure comme Bruno Retailleau, positionné à droite, qui cherche à affirmer son leadership, à se démarquer par une posture de fermeté, y compris sur les questions internationales, les questions migratoires qui sont souvent liées, dans ce discours-là, à l'Algérie. Fermeté affichée ou simple posture. Parce que, soyons honnêtes, l'efficacité réelle de ce genre de déclaration sur la politique algérienne elle-même, elle semble proche de zéro, non? Ce qui nous amène d'ailleurs à la réaction algérienne, ou plutôt à son absence de réaction notable. Comment on interprète ça, ce silence d'Alger face à ce qui est quand même une attaque assez directe, même si elle vient seulement d'un sénateur? Est-ce que c'est de la faiblesse, du mépris peut-être, ou une stratégie calculée? Ah, c'est là que l'analyse devient particulièrement intéressante. Parce que, loin d'être vu comme une faiblesse, ce silence est plutôt interprété comme une posture de force tranquille, ou du moins comme le signe d'un vrai changement d'approche côté algérien. Plusieurs lectures convergent pour dire que l'Algérie actuelle a choisi, et délibérément, de ne pas rentrer dans ce jeu de ping-pong verbal assez stérile en fait. Donc l'idée c'est d'ignorer pour ne pas donner d'importance. Un peu le chien aboie, la caravane passe, c'est ça ? En quelque sorte, oui, mais avec une dimension stratégique sans doute plus profonde. L'argument principal, c'est que l'Algérie, sous Tebboune, a redéfini ses priorités. Elle se concentre sur ce qu'elle considère comme l'essentiel, sa consolidation économique et son repositionnement géopolitique dans la région. Les efforts sont mis sur des chantiers internes très concrets. On parle de grands projets d'infrastructures, logements, routes, sports. Il y a une volonté très claire de diversifier l'économie, de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. L'accent est mis sur l'agriculture, l'industrie et surtout cette augmentation assez spectaculaire des exportations hors hydrocarbures. On a atteint des niveaux inédits ces dernières années, ça dépasse les 10 voire 12 milliards de dollars selon les chiffres. Extérieur alors ? Eh bien, sur le plan extérieur, la priorité semble vraiment être au renforcement des partenariats sud-sud, notamment en Afrique subsaharienne, où l'Algérie essaie de retrouver une influence historique, mais aussi avec de nouvelles puissances émergentes. Il y a aussi un positionnement très actif sur les questions énergétiques. Le pays veut jouer un rôle clé, pas seulement avec le gaz naturel, mais aussi en développant son potentiel en énergie renouvelable. Dans ce grand schéma, si vous voulez, les polémiques lancées depuis Paris par des figures de l'opposition, ça apparaît comme secondaire, voire comme une distraction un peu inutile. L'action avant la réaction. C'est une sorte de découplage assumé par rapport à l'ancienne puissance coloniale, l'Algérie qui décide de tracer sa propre route sans trop se préoccuper de ce qu'on peut en penser à Paris. Ça peut être perçu comme de l'arrogance par certains en France, justement. Sans doute. Mais de point de vue algérien, tel qu'il est analysé en tout cas, ce serait plutôt une affirmation de souveraineté, une concentration sur des objectifs jugés plus stratégiques à long terme. D'ailleurs, le changement de ton qu'on observe chez certains partenaires européens traditionnels, comme l'Italie par exemple, qui est devenue un acheteur majeur de gaz algérien et qui développe une relation bilatérale très forte, c'est cité comme un indice que cette approche, focalisée sur les intérêts concrets, elle porte ses fruits. Elle force le respect ou en tout cas le pragmatisme. L'Algérie agit selon son propre agenda et laisse les commentaires suivre leur cours. Ce qui nous ramène à notre point de départ. Cette sortie de Retailleau serait finalement moins une critique de l'Algérie elle-même qu'un symptôme des retellings des crispations françaises. Une espèce de miroir déformant tendu à la société française. C'est exactement la thèse qui ressort quand on croise les analyses, oui. L'Algérie servirait un peu de surface de projection pour les angoisses françaises. La peur du déclassement, une certaine nostalgie d'une grandeur passée, les difficultés à gérer la diversité de sa propre société, les tensions autour de l'identité nationale.
En agitant le spectre algérien, on évite peut-être de regarder en face les fractures qui traversent la France, les divisions sociales, territoriales, politiques. C'est une manière de convoquer l'ombre de l'Empire pour ne pas affronter les défis bien présents de la République. Mais est-ce que ce jeu de miroir, là, il fonctionne encore vraiment? Est-ce que l'opinion publique française marche encore dans ce genre de combine? On entend parfois dire que non, qu'une partie des Français, notamment les jeunes générations, ont un regard différent, plus décomplexé, moins chargé d'histoires douloureuses sur l'Algérie. Est-ce que cette rhétorique, elle n'est pas en train de perdre de son efficacité, tout simplement? C'est une excellente question. Et là, les avis divergent un peu. Il est probable, oui, que l'efficacité soit déclinante. Les sociétés évoluent, les liens humains entre les deux rives de la Méditerranée sont extrêmement denses, complexes, ils ne se réduisent pas aux postures politiques. De plus en plus de voix, y compris en France d'ailleurs, appellent à dépasser ces jeux stériles, à construire une relation plus apaisée, basée sur les réalités du XXIe siècle. Cela dit, il reste un segment de l'opinion et de la classe politique qui est sensible à ce discours de fermeté, de défiance vis-à-vis d'Alger. Et tant que ce segment existera et sera jugé important électoralement, on peut craindre que ce type de rhétorique perdure, même si son impact réel, lui, diminue. Donc, si je résume, on a d'un côté une France où certains cherchent encore à instrumentaliser la relation avec l'Algérie pour des raisons internes, et de l'autre, une Algérie qui semble vouloir s'affranchir de ce face-à-face un peu obsessionnel pour se concentrer sur son propre développement. C'est ça le tableau général qui se dessine. C'est le tableau qui se dessine, oui. Et le message sous-jacent, tel qu'il est décrypté en tout cas, c'est celui d'un rééquilibrage des forces. Ou du moins d'une volonté très nette de l'Algérie de s'affirmer comme un acteur autonome. Un acteur qui n'est plus défini principalement par son rapport, même conflictuel, avec Paris. Et cette quête d'autonomie, ce refus d'être assigné à résidence dans le rôle de l'éternel problème post-colonial, c'est peut-être ça au fond qui dérange ou qui irrite le plus certains cercles en France. Une indépendance qui deviendrait non seulement politique et économique, mais aussi psychologique. L'Algérie qui coupe le cordon ombilical, symbolique en quelque sorte, ça expliquerait pourquoi des piques comme celle de Retailleau, même si elles peuvent sembler anecdotiques sur le plan diplomatique, touchent quand même une corde sensible. Elles révèlent ces difficultés françaises à accepter que l'ancien territoire, vole de ses propres ailes et définisse lui-même ses priorités, ses alliances. Absolument. C'est une lecture psychologique et politique qui revient souvent. La conclusion tirée par de nombreux observateurs, c'est que cette assurance algérienne, même si elle est parfois teintée, soyons francs, d'un nationalisme un peu ombrageux, finit par imposer une nouvelle donne. Que cela plaise ou non à Paris, l'Algérie avance sur sa propre trajectoire. Et cette avancée, par la force des choses, elle redéfinit les termes de la relation. Le temps où Paris pouvait dicter, sermonner ou influencer de manière vraiment décisive semble révolu. Il faut désormais composer avec un partenaire plus assertif, plus concentré sur ses propres intérêts. C'est fascinant de voir comment une simple phrase, au fond, peut ouvrir une boîte de Pandore sur les non-dits, les frustrations, les dynamiques profondes entre deux pays liés par une histoire si lourde. Finalement, ce que dit Retailleau sur Tebboune en dit peut-être plus long sur les angoisses de Retailleau lui-même et d'une partie de la France que sur les intentions réelles du président algérien. Le discours sur l'autre est toujours aussi un discours sur soi. C'est le propre de ces relations post-coloniales complexes. Elles agissent comme des révélateurs, c'est vrai. Et ça pose une question fondamentale pour l'avenir. Est-ce que la relation franco-algérienne est condamnée à osciller comme ça, perpétuellement, entre crise de nerfs, période de réchauffement tactique, vite suivie de nouvelles brouilles? Le tout sur fond de ressentiments historiques jamais totalement purgés. Ou bien est-ce qu'on assiste, malgré ces soubresauts, à l'émergence peut-être laborieuse d'une nouvelle ère? Une ère où les deux pays parviendraient enfin à définir une relation d'égal à égal, basée sur des intérêts bien compris et un respect mutuel débarrassé du paternalisme d'un côté et peut-être de la susceptibilité de l'autre. La question a 1 million d'euros ou de dinars, comme on veut. Et la réponse, elle ne se trouve sans doute pas dans les déclarations à l'emporte-pièce des politiques, justement. Elle se joue sur le terrain, dans les échanges économiques, les coopérations culturelles,
culturelles, scientifiques, les mouvements de personnes, et surtout peut-être dans la capacité des deux sociétés à regarder leur histoire commune en face, sans instrumentalisation, sans déni. Tout à fait. Les tendances lourdes économiques, démographiques, stratégiques finiront par peser plus que les escarmouches verbales. L'Algérie poursuit sa diversification, la France cherche sa place dans ce monde multipolaire. C'est dans cette confrontation aux réalités que se dessinera ou non cette nouvelle ère. Reste à savoir si les acteurs politiques seront accompagnés de ce mouvement ou s'ils resteront prisonniers des vieux schémas. Une interrogation qui dépasse largement le cas Italio et qui engage vraiment l'avenir des deux rives de la Méditerranée.